Parce que la santé et le bien-être, ça passe aussi par l'activité physique. Harmonie Mutuelle est partenaire du Semi de Paris depuis 3 ans. Au-delà d'être une complémentaire santé, c'est surtout une mutuelle qui s'engage dans la prévention, notamment en défendant l'accès au sport et la pratique d'une activité physique régulière. Alors si vous aussi, vous voulez relever le défi cette année, je vous invite à retrouver tous les conseils pour bien se préparer sur www.harmoniemutuelle-semi-de-paris.com. Bienvenue sur Objectif Semi, le podcast officiel de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Que vous soyez débutant ou à la recherche d'une performance, nous allons vous donner toutes les clés pour réaliser votre préparation sportive dans les meilleures conditions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur Objectif Semi, le podcast officiel de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 8 bienfaits de la course à pied sur notre corps et sur notre esprit. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission Stéphane Diagana. Stéphane, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu ? Très très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour aborder ces sujets. Des sujets qui, je le sais, te tiennent particulièrement à cœur. Mais avant de rentrer dans le cœur de l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un instant pour revenir sur ton parcours incroyable de sportif. Tu as été champion du monde d'athlétisme à Athènes sur la discipline des 400 mètres haies et tu détiens encore aujourd'hui le record de France sur cette distance. Et chose rare, voire très très rare dans le milieu du sprint, après ta carrière à haut niveau, tu as opéré une reconversion sur les courses sur route. Alors je sais les sacrifices et l'investissement que doivent fournir les athlètes pour exister à très haut niveau. Et du coup, toi, après ta carrière, tu n'as pas eu envie de prendre une retraite sportive bien méritée et d'en finir avec les difficultés, les sacrifices des entraînements. Alors en fait, il faut reprendre les choses pour comprendre l'incompréhensible. Il faut reprendre les choses dès le début. Moi, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 10 ans. Mais tout petit, je courais déjà beaucoup et le jour où j'ai su que le sport où l'on courait s'appelait l'athlétisme, j'avais 7 ans, j'ai dit à mes parents, c'est le sport que je veux pratiquer. Manque de bol, à côté de chez moi, il n'y avait pas de club, c'était pas pratique. Donc j'ai commencé par du football. Mon père entraînait dans un club de football, donc ça a été un très bon prétexte pour courir. Le ballon, c'était vraiment pas forcément ce qui me passionnait le plus. Et puis ensuite, à la faveur d'un déménagement, ma mère était institutrice, mutation, il y avait un club pas loin, et j'ai rappelé à mes parents que je voulais faire de l'athlétisme à l'âge de 10 ans. Donc j'ai dû attendre un peu, mais à l'âge de 10 ans, j'ai eu ma première licence. Et ce qui m'a amené à l'athlétisme, c'est pas l'envie d'être champion du monde, ou d'être champion olympique, c'est le plaisir de courir. Et quand j'ai arrêté, moi j'ai eu envie de poursuivre sur une discipline qui m'a toujours fasciné, qui était le marathon, parce qu'en équipe de France, il y avait des marathoniens avec moi, et je me disais, gamin, en junior, t'as déjà couru un 100 mètres, t'as couru 400 mètres, t'as déjà eu l'occasion de courir un 800, tu monteras jusqu'au marathon un jour pour voir ce que ça fait. Et voilà, c'était une autre forme de plaisir, avec beaucoup moins d'enjeux, beaucoup moins d'entraînement par semaine, mais avec le même plaisir qui était celui que j'ai toujours eu en fait. Et je dirais que le mot sacrifice que tu as prononcé, pour moi, il correspond à rien de ce que j'ai vécu en tant qu'athlète, même si c'est pas simple, même si on a des déconvenus. Je parle plutôt de choix, à partir du moment où tous les jours j'avais la liberté de me dire maintenant t'arrêtes. Et ça, c'est une chance incroyable de pouvoir vivre les choses comme ça. Et est-ce que selon toi, les compétences que tu vas développer dans ta vie sportive vont être utiles dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle ? Est-ce qu'il y a des passerelles entre le monde du sport et la vie de tous les jours, j'ai envie de dire ? Oui, bien sûr, on dit souvent la formule, le sport c'est l'école de la vie, mais on apprend à gagner, on apprend à perdre, on apprend à se comporter correctement dans la défaite, si on est bien accompagné pour ça. On apprend à se comporter correctement dans la victoire si on est bien accompagné pour ça. Donc si on est accompagné de bons entraîneurs, mais en même temps de bons éducateurs, hein, dans cette même et unique personne, on apprend beaucoup et on peut derrière capitaliser, remobiliser des apprentissages. C'est évident dans la vie de tous les jours. Et je dis souvent heureusement, parce que j'ai quand même passé 15 ans de ma vie à partir d'un point pour revenir à ce même point en parcourant 400 mètres avec 10 haies au milieu. Et dans la vie de tous les jours, je vous assure que d'aller vite sur 400 mètres pour partir d'un point et revenir au même avec des obstacles au milieu, ça sert à rien. Voilà. Donc heureusement que ça, par contre, ça me demande des apprentissages qui sont transférables dès que l'on est dans des démarches d'excellence, quelles qu'elles soient, dans la musique, dans les arts, dans le travail.
voilà, on comprend très vite qu'on peut pas y arriver seul, même si j'ai pratiqué un sport qu'on dit sport individuel. Je sais ce que je dois à mon entraîneur, à mes partenaires d'entraînement, à toutes les personnes qui m'ont aidé dans les moments difficiles, chirurgiens, médecins, kinés, ostéopathes, agents ou autres. Donc voilà, c'est un travail collectif, donc ça on le comprend, et une fois qu'on l'a compris, on sait très bien que dans tous les domaines où on cherche à réaliser des choses difficiles, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est un des apprentissages, mais ils sont très très nombreux. Justement, Stéphane, dans cet épisode d'Objectif Semi, on va s'intéresser aux bienfaits du sport et plus particulièrement du running sur notre santé. D'ailleurs, tu nous as listé 8 bienfaits que tu vas bientôt nous présenter. Mais avant ça, j'aimerais te partager une statistique en guise un peu d'introduction qui nous est dévoilée par l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Selon leur étude, 4 adultes sur 10 ont un niveau de sédentarité élevé. Alors, c'est-à-dire qu'ils passent en moyenne plus de 7 heures assis ou allongés en dehors des périodes de sommeil. Alors c'est pas un chiffre qui est sans conséquence puisque selon l'OMS, on estime que la sédentarité est la première cause de mortalité évitable dans le monde, et à l'heure actuelle où le télétravail se développe de plus en plus, où nos sociétés se digitalisent aussi de plus en plus, est-ce que tu penses que la lutte contre la sédentarité est l'un des enjeux majeurs du 21e siècle ? Alors 4 personnes sur 10, par rapport à la réalité et aux personnes que je côtoie, j'ai l'impression que c'est faible par rapport à la réalité, parce que 7 heures par jour, c'est très vite fait pour des métiers qui sont très tertiaires aujourd'hui. Si vous comptez 4 heures au travail, c'est un minimum, on va dire, par jour pour beaucoup de personnes assises. Si vous rajoutez 1h30 de repas, vous êtes déjà à 5h30. Si vous rajoutez 1 heure de transport, vous êtes déjà à 6h30. Si vous rajoutez la télé, les écrans, les applications et autres qui vous collent sur votre chaise, 7 heures, on y est très vite arrivé. Donc moi, je suis même étonné de l'estimation à 4 sur 10, en tout cas pour la France. Compte tenu de la tertiarisation des professions qui est très très forte. Bien sûr, c'est un enjeu très important puisque aujourd'hui, ça rejoint le tabac. On estime que depuis 2012, c'est à peu près équivalent la mortalité par le tabac ou par la sédentarité. On estime à plus de 5 millions, entre 5 millions et 5 millions et demi de personnes qui décèdent soit par le tabac, soit par la sédentarité. Donc voilà, on est face à un enjeu très très important. Le problème, c'est que c'est plus insidieux parce que la sédentarité, elle s'installe et gagne du terrain tous les jours un petit peu plus sans qu'on s'en rende compte. On a des choses qu'on appelle le progrès, peut-être sur un certain point, mais sur le plan de la santé, c'est souvent une régression. Quand vous allez faire vos courses au drive, vous cliquez sur votre ordinateur, vous êtes assis, vous conduisez votre voiture, vous êtes assis, et puis vous appuyez sur un petit bouton pour qu'on ouvre le coffre et que une personne charge le coffre. C'est encore un recul d'activité physique par rapport à des formats de course plus classiques, même si on ne les aime pas, qui vous font marcher dans les rayons, et même si c'est pas agréable, mais qui vous font marcher dans des rayons de supermarché. Autant quand on peut aller dans les marchés, c'est plus sympa, au moins on est à l'air, mais bref, voilà, c'est la perte d'activité physique et de l'augmentation de sédentarité. Justement, Stéphane, l'un des moyens de lutter contre la sédentarité, c'est la pratique d'une activité physique régulière. Et il y a un sport qui est accessible à tous et souvent synonyme de liberté, c'est la course à pied. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément synonyme de plaisir quand on débute et qu'on n'est pas forcément habitué à courir. En effet, on peut très vite avoir l'impression de manquer de souffle, d'être très lent ou encore de ressentir des douleurs partout. Bref, c'est pas forcément agréable pour tout le monde de débuter la course à pied. Selon toi, combien de temps il faut pour vraiment appréhender la course à pied et commencer à ressentir du plaisir à presque chaque entraînement ? Alors c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que ça dépend du point de départ, ça dépend aussi si on a un surpoids élevé, des problèmes de genoux, c'est en première indication pour reprendre l'activité physique, c'est pas forcément la course. Il faut d'abord passer par des activités physiques avec moins d'impact au sol, si on a des problèmes de genoux, donc de la natation, du vélo, de la marche, plus que de la course à pied. Mais si on exclut des cas extrêmes, il n'y a pas de raison de commencer en souffrant la course à pied.
si on s'y prend de la bonne manière. Mais je fais souvent la comparaison avec le piano. Si on a envie d'être un virtuose au piano, on ne peut pas échapper au solfège. Et c'est vrai que c'est pas toujours très drôle. On a envie de jouer des morceaux qu'on aime bien. Et puis d'abord, on nous fait faire nos gammes. En course à pied, c'est pareil. Il faut commencer si on veut être très bon avec des volumes d'entraînement qui sont importants, et des intensités qui sont importantes. Mais si on veut en faire pour son plaisir et pour sa santé, on peut tout à fait échapper à ça et on peut y aller surtout progressivement. On n'est pas obligé d'être tout rouge en sueur pour se dire qu'on a bien travaillé. On peut y aller très très progressivement et on doit y aller progressivement. La première des choses, c'est de chercher la régularité. Il vaut mieux peu fréquemment que beaucoup rarement. Pour quelle raison ? Parce que ce sera plus efficace, parce qu'on a moins de chances d'être dégoûté, parce qu'on a moins de chances de se blesser. Donc ce sont 3 bonnes raisons. Et la 4e raison, c'est que quand on installe de la régularité, finalement, c'est pas si simple que ça parfois, mais au moins c'est ce qui vous permet d'ancrer une nouvelle habitude. Et pour ce faire, la meilleure des solutions, c'est faire régulièrement, mais pas beaucoup, parce que pas beaucoup, on peut toujours le faire physiquement. Ce sera acceptable, surtout si on le fait sur des intensités modérées, si on s'autorise de l'alternance de marche et de course à pied. Il n'y a pas de problème pour alterner de la marche et de la course à pied comme on en a envie. Et puis, si on le fait sur des durées qui ne sont pas trop importantes, on peut le caser dans son emploi du temps. Donc, moi, je conseillerais plutôt de courir 10 minutes par jour, tous les 2 jours, pendant le premier mois, plutôt que de se dire je vais courir 45 minutes le dimanche et je fais plus rien après parce que j'ai mal partout. Donc voilà, la souffrance n'est pas obligatoire dans la course à pied. Moi, j'ai jamais souffert en courant parce que j'ai été accompagné et parce que ça s'est fait progressivement et parce qu'il faut faire preuve d'humilité. Quand on démarre une nouvelle activité, accepter qu'il y en ait qui aillent plus vite que vous s'ils sont plus jeunes que vous et que ça fait 15 ans qu'ils courent, c'est pas anormal au fond. Donc voilà, c'est une école d'humilité aussi que de se mettre à la course à pied. D'ailleurs, quand on fait des courses sur route, tout le monde, c'est l'une des remarques que beaucoup de personnes font, c'est une vraie école d'humilité parce qu'on voit des gens qui a priori ont en apparence moins de capacité à courir vite et longtemps que vous et puis qui se débrouillent mieux parce qu'ils sont mieux entraînés tout simplement et qu'ils ont de l'expérience bien souvent. D'accord, donc si on veut mettre toutes les chances de son côté quand on débute la course à pied, eh bien on fait preuve de progressivité et on évite de se comparer aux autres et tout devrait bien se passer. Stéphane, je te propose maintenant qu'on s'intéresse aux bienfaits de la course à pied sur notre santé et tu n'es pas sans savoir que l'une des premières motivations pour débuter le running, en tout cas pour beaucoup de personnes, eh bien cette première motivation c'est le fait de vouloir perdre du poids ou tout simplement de mieux le réguler. C'est vrai que ce sport a souvent la réputation de brûler beaucoup de calories. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est vraiment un sport qui nous permet de beaucoup se dépenser d'un point de vue énergétique ? Alors, est-ce qu'on brûle des calories en courant ? Oui. Quand on fait rien, on brûle des calories, même quand on est assis et qu'on est sédentaire. Mais c'est la dépense calorique presque la plus faible que l'on peut avoir pour maintenir nos fonctions basiques et l'homéostasie, la régulation de la température. Mais on brûle des calories. Quand on est assis, quand on dort, on brûle toujours des calories. Donc quand on court, forcément, vu le travail, on en brûle plus que lorsque l'on marche. Maintenant, si on court à une vitesse qui est 20% plus élevée que votre vitesse de marche, eh bien, pour dépenser la même quantité de calories dans l'instant, dans le moment de pratique, eh bien, il faut tout simplement avoir une durée qui est 20% plus longue que votre durée de course. Voilà, les 20% que vous avez en intensité d'un côté, vous les compensez en moins, vous les compensez par 20% de durée en plus. Donc ça, c'est pour la dépense dans le temps. Par contre, il y a des études qui ont montré que la dépense calorique, même pour, je dirais, un équivalent en temps comparable pour la marche, est supérieure avec la course à pied parce que après l'arrêt de la pratique, le métabolisme tourne à un plus haut régime quand on a couru parce qu'on a été sur une plus haute intensité et donc il y a des phénomènes qui font que le métabolisme tourne plus vite. Donc on a une dépense énergétique qui est augmentée, le cœur bat plus vite qu'après une séance de marche. Pendant un bon moment, vous avez une élévation du rythme cardiaque qui perdure et donc une dépense calorique un peu plus importante. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément aussi, c'est que quand vous courez, vous avez aussi un travail sur certains muscles assez important, un travail excentrique, de contraction musculaire excentrique. C'est tout ce qui freine en fait sur les quadriceps quand vous résistez à l'impact. Eh bien, c'est un travail de
contraction excentrique des muscles antérieurs de la cuisse. Et donc, ça développe, ce travail-là en particulier, développe votre masse musculaire, votre densité musculaire. Et le muscle consomme plus d'énergie. Voilà, plus vous êtes musclé, plus vous consommez d'énergie. Le muscle au repos a besoin d'énergie. Et donc, c'est aussi pour ça que la course à pied a probablement un effet un petit peu supérieur en termes de dépenses caloriques par rapport à la marche. Eh bien parfait, on a donc notre premier bienfait du running sur la santé, c'est que ça nous permet de mieux réguler notre poids. Évidemment, si on est dans une recherche de perte de poids, il faut respecter le déficit calorique, ne pas surconsommer, surestimer ses dépenses énergétiques de la course à pied, donc consommer plus d'aliments. Et là, forcément, ça ne fonctionnera pas. Mais si on a une bonne hygiène de vie et qu'on a un bon équilibrage alimentaire, eh bien, on peut très facilement perdre ces kilos superflus grâce au running. Et si d'ailleurs, Stéphane, on cherche à vraiment spécifiquement perdre du poids grâce à la course à pied, est-ce que tu nous recommandes des entraînements, peut-être des séances particulières qui vont vraiment booster la dépense énergétique? Alors pendant très longtemps, on considérait qu'il fallait courir à un rythme plutôt très modéré, longtemps. Alors ça, c'est un conseil qui était donné et qui n'est pas illogique, qui répond à certaines règles physiologiques, mais qui ne prenait pas en compte justement la dépense énergétique post-travail. Mais si on regarde dans la globalité la dépense énergétique pendant le travail et post-travail, on se rend compte que l'intensité peut être intéressante et que le mieux, c'est la variation des allures et d'alterner dans la séance des phases où on va un petit peu plus vite et des phases où on va un peu plus lentement, si l'objectif, c'est d'optimiser la dépense énergétique sur le temps de travail et sur le temps post-travail. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire pour les plus gourmands et gourmandes d'entre nous. Stéphane, on va passer maintenant au deuxième bienfait du running sur notre santé. Et celui-là, il concerne un organe vital à notre santé, puisqu'il s'agit de notre cœur. En effet, la course à pied nous permet une meilleure circulation du sang et de l'oxygène à travers le corps, ce qui réduit le risque d'attaque cardiaque. Et en plus, il y a une particularité que partagent tous les coureurs et coureuses à pied, c'est qu'ils ont un rythme cardiaque bien inférieur à la moyenne. On estime même, par exemple, que pour un adulte sédentaire, la fréquence cardiaque au repos est d'environ 60 à 80 pulsions par minute, alors que pour un coureur ou une coureuse entraînée, cette même fréquence cardiaque peut descendre jusqu'à environ 40 à 50 pulsations par minute. Et d'ailleurs, un débutant qui pratique la course à pied depuis quelques semaines peut très vite voir sa fréquence cardiaque au repos baisser de 10 battements par minute. Donc on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas forcément réservé aux athlètes de très haut niveau. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi notre cœur a tendance à battre moins vite quand on fait du running et surtout, pourquoi est-ce que cela est vraiment bénéfique pour notre santé cardiaque? Alors, pour comprendre en fait la mécanique du cœur, il faut regarder deux choses. C'est la puissance musculaire du cœur, ce qu'il va pouvoir éjecter à chaque contraction comme volume de sang, et puis sa capacité à monter ou pas en fréquence. En fait, si on regarde les mammifères, on se rend compte que les mammifères qui vivent le plus longtemps ont des fréquences cardiaques assez basses par rapport aux souris qui ont le cœur qui bat très vite. Des baleines ont un cœur qui bat plus lentement, les gros mammifères, un éléphant a un cœur qui bat plus lentement, l'homme a un cœur qui bat plus lentement. Et en fait, certains chercheurs pensent qu'on a un capital battement. Alors, on pourrait se dire que quand on va courir, c'est pas bon finalement parce qu'on fait augmenter son cœur quand on court. Ce qu'il y a, c'est que avec l'entraînement, le cœur augmente sa puissance, devient plus élastique. Les artères aussi sont plus souples, plus souples tout simplement. Et donc, cela permet un bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Et un cœur qui peut envoyer beaucoup de sang pour chaque contraction peut se permettre de ralentir. Et même si on va courir 1 heure par jour, ce n'est qu'1 heure sur 24 heures et on tire les bénéfices sur les 23 autres heures d'un rythme cardiaque qui est abaissé. Donc, au total, on a un usage de notre fréquence cardiaque par année qui est moindre quand on est coureur que quelqu'un qui est sédentaire et qui bat, comme vous le disiez, qui peut-être ne va jamais courir
et monter à 160 ou 170 pulsations ou plus, mais qui par contre va avoir une moyenne dans la journée à 80 qui va être supérieure à celle d'un coureur parce que la fréquence cardiaque de repos d'un coureur bien entraîné, je parle même pas des choses extrêmes, où on est à 40 ou moins de 40 au repos, mais dans la journée en travaillant, ça va être à moins de 60, voilà, pour quelqu'un qui est entraîné. Donc on a un différentiel assez important. Mais cette image et ces recherches qui ont été faites sur les mammifères sont assez intéressantes et on estime un capital de battement pour la vie que l'on a, et donc plus on abaisse son rythme cardiaque moyen de la journée, plus on se donne des chances de prolonger sa vie, et en plus il y a d'autres paramètres qui font qu'on se donne des chances de la prolonger en bonne qualité de vie aussi, parce que l'espérance de vie c'est une chose, mais l'espérance de vie en bonne santé c'en est une autre, et elle est plus importante encore. Stéphane, je te propose maintenant qu'on passe à un bénéfice finalement très peu connu du running et qui concerne la masse musculaire. Parce que oui, quand on court, ça va pas seulement nous aider à devenir plus endurant, on va aussi à se sculpter musculairement. Et d'ailleurs, quand on court, on va solliciter non seulement les muscles du bas du corps, comme on peut logiquement le penser, mais aussi les muscles du haut du corps. D'ailleurs, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les muscles qu'on va travailler et donc qu'on va muscler en courant ? Alors, oui, on sollicite beaucoup de muscles parce que le haut du corps est impliqué, à la différence du cyclisme. Et pour je suis sûr que dans les auditeurs, il y a des triathlètes aussi. On voit bien que c'est très difficile d'arriver aux mêmes fréquences cardiaques hautes en vélo que celles qu'on arrive à atteindre en course à pied, parce qu'à vélo il faut arriver à des intensités mais en ne mobilisant que le bas du corps, ce qui est très difficile. On peut être limité musculairement au niveau des jambes, alors que en course à pied il y a le haut aussi qui contribue, et ce qui fait qu'on a une élévation du rythme cardiaque un peu plus forte, plus facilement, on atteint des fréquences élevées plus facilement. Donc qu'est-ce qui est mobilisé? On va partir, alors bien sûr il y a tous les muscles de la voûte plantaire qui sont sollicités, mais si on monte plus haut, les mollets, tous les muscles qu'on appelle d'abord antigravitaires. C'est ceux qui nous permettent de résister à la traction terrestre. Et quand on est debout, il y en a un qui fonctionne en particulier, qui est le quadriceps, les muscles antérieurs de la cuisse. Si il ne fonctionnait pas, les genoux se fléchiraient et on se retrouverait les fesses par terre. Donc, même quand on est debout, ces muscles fonctionnent. Raison de plus quand on court, puisque on multiplie notre poids par la vitesse, donc c'est comme si on pesait plus lourd à chaque réception d'appui. Donc les muscles quadriceps sont sollicités pour résister à la flexion du genou. Et puis on a donc les mollets aussi, bien sûr, pour éviter que le talon vienne vers le sol si on veut être sur une foulée dynamique. Ensuite, si on monte les fessiers, les muscles fessiers qui sont des propulseurs, des extenseurs de hanche, donc qui vous permettent de propulser le bassin et vers l'avant. Et puis bien sûr toute la ceinture abdominale, alors ça se voit pas, on se rend pas compte, et la ceinture pelvienne au niveau du bassin, mais qui permettent de stabiliser, parce que si cette zone-là n'est pas stabilisée, en fait les forces ne peuvent pas être transmises. Donc voilà, et puis bien sûr tout le haut du corps, puisque les bras, comme je disais, participent à la propulsion, quand on regarde même sur un départ de sprint, pour accélérer le centre de gravité, les bras ils sont jetés en avant, c'est pas un hasard, c'est parce que cette masse qui est projetée en avant avec la vitesse va participer à la propulsion, ou en tout cas à la vitesse du centre de gravité, à l'accélération du centre de gravité, exactement. Donc en course à pied, au marathon aussi. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour nos vacances à la plage. Stéphane, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à nos articulations, parce que tu n'es pas sans savoir que le running est un sport qui a la réputation d'être traumatisant pour le corps, et en particulier pour nos articulations. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre des personnes dire qu'ils ne peuvent pas courir, tout simplement à cause de leurs genoux. Alors, Stéphane, est-ce que on doit s'inquiéter pour nos articulations quand on pratique le running ? Alors, en fait, de manière générale, pour l'activité physique, le sport, c'est qu'une forme d'activité physique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sport parce que l'activité physique a reculé dans nos vies quotidiennes. Mais avant, quand vous passiez 8 heures dans les champs, je peux vous dire que vous n'aviez pas besoin d'aller faire du sport derrière, parce que vous aviez votre quantité d'activité physique pour votre santé. Aujourd'hui, malheureusement, comme c'est plus le cas, le temps de loisir est utilisé pour ça. Donc la course à pied, c'est une des solutions pour l'activité physique. Il
il y a des chocs, effectivement. Ces chocs, on sait qu'ils sont en petite quantité bénéfiques, notamment, alors là, je ne vais pas parler d'articulation, mais on pourrait en parler. En tout cas, les médecins rhumatologues savent aujourd'hui que d'avoir des petits chocs, des petits sautillements sur place pour prévenir le vieillissement pour les personnes âgées, quand c'est possible, bien sûr, ça doit être dans l'entretien parce que ça permet de solliciter, de stimuler les cellules osseuses et de prévenir l'ostéoporose. Pour les articulations, c'est pareil. Maintenant, l'activité physique, c'est comme un médicament, c'est une question de dosage et de quantité. Ça peut être bénéfique à certaines quantités, puis ça peut être malheureusement dommageable à d'autres quantités, à des quantités plus élevées. Et c'est très personne dépendant. Donc, c'est personne dépendant par rapport au capital, je dirais, santé de chacun, par rapport à son organisation aussi, l'organisation du squelette, les équilibres et les déséquilibres qu'il peut y avoir. C'est pas pareil si on a une scoliose forcément que si on n'en a pas. Donc il y a ces dimensions-là qui rentrent en ligne de compte et voilà qu'il faut prendre en compte. Mais c'est bénéfique. Aujourd'hui, les rhumatologues savent qu'il est bénéfique pour quelqu'un qui a des petits problèmes de genoux de faire un peu. Maintenant, il faut que ce soit accompagné, que ce soit surveillé. Et une fois de plus, c'est très différent d'une personne à l'autre et en fonction de la technique de course, bien sûr. Je dis souvent, quand on parle de chaussures et de course à pied, quand vous courez sur la plante de pied, que le talon est très loin du sol, vous n'avez pas ces chocs qui remontent dans le squelette. Donc, vous protégez vos surfaces articulaires, vous protégez, que ce soit au niveau du genou ou au niveau du rachis. Par contre, vous sollicitez extrêmement l'amortisseur qui est le mollet, le complexe mollet tendon d'Achille, qui va jouer un rôle d'amortisseur pour éviter que le talon vienne taper au sol et que l'onde de choc remonte. Donc le problème pour des gens qui courent comme ça peut venir plus sur le tendon d'Achille et sur les mollets. Par contre, protéger les genoux et le dos. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui va courir en tapant avec le talon, il va probablement pas avoir de problème de mollet, mais il peut avoir des problèmes au niveau du rachis et au niveau lombaire notamment, et puis au niveau des genoux. Donc voilà, il y a énormément de paramètres à prendre en cause. Il faut effectivement avoir des quantités de pratiques, en tout cas, qui soient compatibles avec la capacité de récupération que vous avez. Un sportif de haut niveau qui s'entraîne au marathon, qui fait 180, 200, 220 bornes par semaine, parfois en phase de préparation, il a une qualité de vie, une hygiène de vie qui lui permet d'endurer ça plus facilement aussi que quelqu'un qui voudrait faire ça, mais qui travaillerait à côté de ça 45 heures par semaine. Stéphane, avant de passer aux bienfaits du running sur notre bien-être, je crois que tu avais un 5e bénéfice qui concerne plus particulièrement notre santé. Alors justement, on a évoqué le plan cardio-respiratoire, mais je voudrais compléter et parler d'une étude qui a été réalisée en Angleterre. Il y a peu de temps, elle a été publiée l'année dernière, sur des participants hommes et femmes au marathon de Londres en 2016 et en 2017, et c'était tous des premiers participants. Donc, ça a concerné cette étude 140 personnes à peu près, qui avaient entre 21 et 69 ans, donc c'était assez large, et qui s'entraînaient 10 à 20 km par semaine, donc c'est pas énorme, et qui ont le temps moyen pour les hommes, c'était 4h30 pour vous donner une ordre d'idée, et puis 5h30 à peu près pour les femmes. Et on a regardé, pour ces personnes, rappelons, qui se lançaient dans leur premier marathon, l'état de leurs artères et leur pression artérielle, leur tension artérielle avant le marathon et après le marathon. Donc, il s'est écoulé presque 6 mois en tout, entre la préparation terminale, le marathon et tout ce qu'il y a eu avant. Et en 6 mois, on a constaté, les médecins estiment qu'on a eu un rajeunissement artériel de près de 4 ans. Sur l'élasticité justement artérielle, sur la diminution de la tension artérielle. Ils estiment que ça correspond à 4 ans de rajeunissement, entre guillemets bien sûr, mais de l'état artériel. Donc pour vous dire que l'impact est énorme et finalement en très très peu de temps.
Assez impressionnant, effectivement, les résultats de cette étude, puisqu'on parle là de bénéfices pour la santé qui sont quand même assez importants. Ça nous donne un bon argument pour se lancer sérieusement dans la préparation de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Stéphane, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux bienfaits de la course à pied sur notre bien-être, sur notre mental. Tu n'es pas sans savoir qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus actives, où tout va très très vite, où il y a une forme aussi de recherche, de la compétitivité permanente, et tout ça, c'est pas sans conséquence sur nos vies. Ça peut générer du stress, de l'anxiété, de l'insomnie ou encore des troubles de l'humeur qui touchent malheureusement de plus en plus de Français. Alors il y a une étude mondiale qui a été commandée par Adidas et qui s'intéresse justement aux bienfaits de la course à pied sur notre bien-être. Et d'après cette étude, une personne sur 3 a identifié le bien-être mental procuré par la course à pied comme l'une de leurs premières sources de motivation pour courir. Alors, est-ce que tu penses que la course à pied peut vraiment être efficace sur notre mental et sur notre bien-être ? Alors, en fait, au-delà, même si on devait étendre, je parlerais du mental, mais je parlerais surtout du cerveau et du bien-être psychologique. Au-delà du mental, au sens où on l'entend, gagnant, se dépasser, c'est déjà le bien-être psychologique. Pendant très longtemps, même si on a une vieille formule latine qui dit un esprit sain dans un corps sain, on est quand même au quotidien à oublier notre corps très largement et à concentrer nos efforts sur ce qui se passe au-dessus de nos épaules. Et en fait, beaucoup d'études montrent aujourd'hui et nous rappellent que si c'est évident que pour tout le monde qu'on a été fait pour le mouvement, nos mains, nos membres nous le rappellent, on oublie qu'on a été fait par le mouvement et que l'on est régulé par le mouvement, notre corps et notre esprit. Et ça, ce sont des découvertes assez récentes, mais tous les jours, il y en a de nouvelles qui montrent à quel point l'activité physique va réguler des zones du cerveau qui sont clés dans le bien-être, dans l'anxiété, dans la dépression, dans les maladies neurodégénératives. Et pourquoi ? Parce que ça va augmenter la vascularisation de ces zones, qui va amener des facteurs de croissance parfois, qui va permettre à des neurones de se développer dans ces zones où si sans activité, ces neurones ne se développent pas. On sait aujourd'hui que le muscle, quand il se contracte, met en circulation des centaines de molécules différentes dont on ne comprend pas bien le rôle pour la plupart, et qui ont des cibles, qui ont des cibles sur le cerveau et sur d'autres organes. Et donc le muscle, le tissu musculaire, joue le rôle d'une glande endocrine puisqu'il met en circulation dans le sang des molécules qui vont avoir une action à grande distance de l'endroit où ces molécules ont été produites. Donc ça, ce sont des découvertes qui nous montrent et qui nous expliquent pourquoi, effectivement, quand on revient d'un footing, on se dit j'ai la pêche, je vais pouvoir faire face à mes problèmes plus facilement, ou des gens qui se disent je suis parti courir, j'avais des soucis et je suis revenu, j'avais des solutions. Donc voilà, parce que l'oxygénation du cerveau amène des hormones, des endorphines, de la sérotonine, tout ça. On sait très bien que c'est lié à l'activité physique et que ça a un rôle sur notre humeur, sur notre capacité à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qu'on commence à comprendre un peu mieux maintenant. Effectivement, toutes celles et ceux qui pratiquent la course à pied le savent. Une fois qu'on a couru, même si on n'a pas très envie d'y aller au départ, quelques minutes, quelques heures après notre entraînement, on a les endorphines qui commencent à faire effet dans notre corps. Et là, c'est une véritable sensation de bien-être. Et en plein, on est des fois presque sur un petit nuage. Et c'est ça qu'on adore d'ailleurs quand on pratique le running. Sinon, Stéphane, cette même étude réalisée par Adidas estime que les coureurs ont 20% de plus de chances de ressentir un regain d'énergie et de vitalité par rapport à celles et ceux qui ne courent pas. Pourtant, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu contre-intuitif parce que quand on court, on va fatiguer notre corps, donc on ne devrait pas avoir cette sensation de regain d'énergie. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer que, en se dépensant, on arrive à s'économiser presque ? En fait, c'est assez simple à comprendre. Quand on est fatigué après une journée de bureau, on n'est pas fatigué musculairement, on n'est pas fatigué énergétiquement, la dépense calorique a été très faible. On est fatigué de ne pas s'être bougé. On est fatigué parce que notre corps a fonctionné de manière anormale, ce qui crée de l'anxiété, de l'irritation. Vous savez, les chercheurs qui
qui étudie le stress, explique que il y a des milliers d'années, dans un mode de vie, on va dire, beaucoup plus actif, quand il y avait du stress, qu'est-ce que l'on faisait? Soit on se battait, soit on fuyait, mais dans tous les cas, la réponse au stress se faisait par euh, quelque chose qui engageait le corps. Aujourd'hui, heureusement, dans les bureaux, on se bat plus, c'est tant mieux. Ça peut arriver, mais c'est malheureux. Et on peut pas fuir. Et ça, c'est étudié comme un facteur qui cumule du stress, qui ne permet pas de se libérer. Et aujourd'hui, si les gens ont envie de courir, envie d'aller se défouler, comme on dit, se défouler dans un sac de frappe, la boxe a énormément de succès auprès des hommes et auprès des femmes en ce moment, c'est parce qu'ils se rendent compte que ça leur fait du bien, ça permet d'évacuer ce stress, comme on le faisait avant, il y a des milliers d'années, de manière toute naturelle, en fuyant ou en se battant. Et on a gardé ce fonctionnement-là, et une fois de plus, le corps est fait par le mouvement et a besoin du mouvement pour bien fonctionner, que ce soit dans ses fonctions cardio-respiratoires, mais aussi dans ses fonctions cérébrales. Stéphane, pour notre 8e et dernier bienfait du running sur notre santé, j'aimerais qu'on parle d'un élément qui est extrêmement important, c'est la confiance en soi, le fait d'avoir confiance en ses capacités de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, d'avoir confiance en sa capacité d'agir, de réagir ou de s'adapter à son environnement. Alors est-ce que selon toi, le sport, ça peut nous permettre de renforcer cette fameuse confiance en soi ? Oui, c'est certain, c'est évident, et puis à titre personnel, et puis j'ai beaucoup de témoignages d'amis qui me disent avoir fait du sport de compétition, des personnes qui étaient en équipe de France avec moi, ou qui le sont encore maintenant, parce qu'ils étaient timides, réservés, qu'ils n'avaient pas confiance en eux, et que ça les a complètement libérés. Oui, ça aide, et moi, ce que ça m'a donné, c'est la confiance, avant d'avoir la confiance en moi, c'est la confiance dans le travail, à partir du moment où il est réfléchi, et que la confiance dans le travail, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Voilà, quand on met ces deux dimensions-là, de la réflexion et de la quantité, moi, voilà, j'ai très vite compris que je pourrais arriver à mes fins, très probablement, en réunissant ces éléments-là. Donc, après, oui, de la confiance en moi, parce que elle sort pas de nulle part, elle sort d'une méthode dans laquelle je crois et que j'ai pu éprouver physiquement, ce qui est assez important. Voilà, d'avoir quelque chose que l'on éprouve physiquement. On éprouve trop les choses cérébralement aujourd'hui dans notre mode de vie. On les éprouve pas assez par le corps. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une envie de plus en plus d'éprouver les choses par le corps, et on le voit dans toutes les pratiques, que ce soit le running, que ce soit le yoga, que ce soit la randonnée, le trail, remettre le corps au centre dans l'appréhension qu'on a des choses et du monde. Voilà, donc moi, c'est vraiment ce que le sport m'a apporté en termes de confiance et de bien-être. Stéphane, avant de se quitter, j'aimerais te poser une dernière question. Si tu devais conserver qu'un seul bénéfice de la course à pied, celui auquel tu es le plus attaché, ce serait lequel ? Un seul, c'est dur, hein. C'est tellement riche. La connaissance de soi. Voilà, la connaissance de soi. Voilà, et en particulier le sport de compétition, qui est parfois décrié parce qu'on voit l'opposition entre les gens, on voit l'adversaire, on voit le vainqueur et le vaincu, mais quand on en fait de l'intérieur, on ne voit pas ça, on voit l'autre, l'adversaire, comme une opportunité de vous dépasser vous-même et d'apprendre sur vous. Donc la connaissance de moi, je la dois à des adversaires qui ont essayé d'aller au maximum d'eux-mêmes et qui m'ont obligé d'aller au maximum de moi-même sur toutes les dimensions, sur le physique, sur la réflexion par rapport à ma pratique, et puis sur des choix aussi éthiques, comment je voulais y arriver. Ce sont des choses qui sont posées devant vous et que vous devez prendre à bras le corps, et voilà, des réflexions que vous devez avoir, et des certitudes que vous devez construire aussi pour avancer. Donc, la connaissance de soi, et je pense que le sport et le haut niveau m'ont apporté ça. Mais une fois de plus, le haut niveau, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Après,
Pour certaines personnes, ça leur fera courir 2h30, 2h20, 2h10, 2h au marathon ou 3 heures, peu importe. Si c'est votre haut niveau, les apprentissages sont à peu près les mêmes. Merci infiniment Stéphane pour le temps que tu nous as accordé et pour toutes les informations que tu nous as communiquées avec beaucoup de pédagogie, il faut le dire. Je te dis à très bientôt et peut-être à très vite sur la ligne de départ de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. À bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favori et à nous laisser une évaluation. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur la page Instagram et Facebook de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Et si vous cherchez des conseils pour vous préparer dans les meilleures conditions, rendez-vous sur www.harmoniemutuellesemideparis.com. Vous trouverez tous les liens en descriptif de cet épisode. Je vous dis à bientôt.